3. Ça tourne. Bien, alors on reprend très rapidement les grandes, parce que je vois qu'il y a des nouveaux qui sont pas là, avant de passer. On avait dit les grands principes, bon, on avait parlé de plusieurs cours, mais le grand principe, on avait dit il n'y a pas d'éducation sans plaisir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion d'éducation. Un enfant ne retiendra en dernier ressort, même le tzadikim, que une éducation qui est accompagnée d'un plaisir. Ça veut dire que la notion, tout le monde connaît l'histoire avec Rav Moshe Feinstein qui a répondu à la question comment se fait-il que des gens qui ont sacrifié leur vie pour la Torah, des enfants sont sortis complètement fraîches. Voilà, les parents de Spielberg, c'est des gens très religieuses, avec des goyotes et tout. Comment ça se fait? Alors il dit parce que Février qui faisait Shabbat et tout, mais il faisait dans une telle atmosphère de difficulté que l'enfant n'a retenu que la Torah, c'était que difficulté, donc catastrophe. Donc la première chose à bien comprendre, c'est que tous les actes de contrainte, des fois sont nécessaires, on va parler de ça aujourd'hui, mais ce n'est pas un chinour. Le chinour, ce n'est jamais dans la contrainte. Le chinour, c'est toujours d'insuffler à l'enfant le plaisir. Ça veut dire d'arriver, c'est ça quand on réussit vraiment un chinour, c'est à ce moment-là, quand on est capable de donner à l'enfant le plaisir de pratiquer ce que pour nous c'est la Torah, pour nous ça sera les mathématiques, mais en tous les cas leur donner le sentiment que ce qu'ils font c'est du plaisir. Et ça passe, on par beaucoup de choses, on n'a pas le temps de revenir sur tous les détails, mais principalement, on va revenir sur la chose la plus principale, sur la notion d'encouragement. Ça veut dire que le fait que l'enfant se sent encouragé, se sent reconnu, se sent admiré quand il fait du positif, et qu'à ce moment-là, et on a dit que les règles de l'encouragement passaient par 3 fondamentaux, qui sont que nous-mêmes on doit y croire. Si quelqu'un commence à dire à l'enfant comme t'es génial alors qu'il est à moitié idiot, ça ne marchera pas, au contraire c'est destructeur, c'est un langage de mensonge, on ne va pas exagérer, on ne va pas dire des choses qui ne sont pas vraies. 2, que nous on doit y croire. 2, que l'enfant, que ça touche l'enfant, que c'est une réalité chez l'enfant. C'est pas quelque chose, même si on croit qu'il peut être un génie, il ne l'est pas aujourd'hui. Donc tu ne lui parles pas de ça. Tu lui parles de ce qu'il réussit à réaliser maintenant et tu l'encourages dans ce qu'il réalise. 3, et ça c'est peut-être le plus important, c'est qu'on ne fait pas de compliments à quelqu'un, un enfant, sur ses potentialités, sur ses virtualités, mais sur ses efforts. Il a réussi à faire quelque chose qui était difficile pour lui. Il a réussi à accomplir des choses dont il a du talent. Mais chaque fois on lui fait des compliments sur ce qui est de l'ordre de l'effort et non pas du résultat et non pas de ses qualités intrinsèques. C'est que ça on doit taire. On ne doit pas lui dire parce que ça crée de la gava. Alors que de complimenter des efforts, que complimenter des approches, que d'encourager et de reconnaître que l'enfant fait quelque chose dans le bon sens, ça c'est le secret même de la confiance qu'on va donner à l'enfant. Et ça ne produira jamais de l'orgueil chez l'enfant. Il n'y aura pas de problème de gava. Parce que l'enfant, tu donnes la gava quand tu n'arrêtes pas de dire qu'il est extraordinaire alors qu'il ne l'est pas. Alors là, c'est une catastrophe parce que c'est le fameux théorème. Quand une mère ou un père projette sur un enfant qu'il vaut 100, alors qu'en réalité il n'est que 50, le théorème, il sera 0. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que l'enfant, il dit, mais ma mère, attends-moi que je suis 100. Alors je ne serai jamais 100. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais être 0, parce que tout le monde sait que je ne suis pas 0, donc je répète ça. Donc il s'invente à lui-même un échec qui ne détruit pas le mythe qu'il aurait pu être 100. Alors si tu lui dis, tu encourages de ce qu'il est, tu n'encourages jamais de ce qu'il est. Tu encourages tout le temps de ce qu'il fait, de ses efforts. Là, ça ne pose jamais ce genre de problème. Donc ça, c'est plus ou moins très rapidement les fondamentaux qu'on avait abordés dans les premiers cours. On va passer à un autre registre maintenant, qui est celui de la punition, qui est très très compliqué. Alors il n'y a pas ici, on ne peut pas donner des règles. Quand est-ce qu'on peut punir, quand est-ce qu'on ne peut pas punir, quand est-ce qu'il faut punir. Il n'y a pas de règles, mais il y a des principes. Il n'y a pas un mode d'emploi, mais il y a des principes. Donc, le premier principe, c'est que la punition est nécessaire, mais elle n'est pas un acte éducatif. Vous bien comprendre ça. Elle n'est qu'un ercher mitzvah. Elle n'est pas la mitzvah elle-même de chilou. Elle n'est qu'une préparation à la mitzvah. Ceci dit, la punition est nécessaire dans la mesure pour 2 raisons principales. D'abord parce qu'elle a la possibilité d'arrêter la conduite d'une erreur, d'arrêter une déviation, un hivout. 2, parce qu'elle donne des marques, des lignes rouges qui sont fondamentaux dans toute éducation. Donc on va voir comment, on va parler encore une fois pas de règles ni de mise en pratique, mais de règles, de principes.
Premier principe dans la notion de punir, c'est que la colère est toujours négative. Toujours négative. C'est-à-dire que si on est en colère, on ne punit pas. On va dehors, on va fumer une cigarette, on va crier dans la forêt, on revient très calme et là on punit son enfant. Mais on ne punit jamais ses enfants sous la colère. Parce que seule une punition réfléchie, dirigée à la dignité d'être une punition qui est éducative, qui est pré-éducative. Sinon ce n'est pas une éducative. Des accès de fureur ne délivrent à l'enfant qu'un seul message. Qu'on a le droit, un seul message, qu'on a le droit de laisser passer, de débrider ses passions, que c'est légitime dans la mesure où c'est exercé chez un plus faible que soi. Donc vous imaginez le message que vous faites passer. Vous faites passer un message à l'enfant comme il est toute une question de force, de rapport de force. Mes parents sont plus forts que moi, ils se défoutent sur moi, et ben moi je ferai exactement la même chose plus tard. Et vous avez dans des familles, malheureusement, où se reproduit depuis de génération en génération, ce que j'appelle les infirmes de la colère, c'est-à-dire des gens qui ont subi la colère de ses parents et qui reproduisent exactement les mêmes schémas avec leur mari, avec leur femme, avec leur enfant, qui est destructeur à un côté. C'est-à-dire que les réprimandes en colère sont bien plus graves et bien plus destructrices que le péché ou les problèmes que l'enfant a fait qui ont suscité cette colère. Donc il faut savoir ça. La colère n'est jamais un crédit qu'on peut employer. Jamais. Pire que ça, quand on réprimande un enfant en étant en colère vraiment, à ce moment-là, on apprend à l'enfant, on inscrit dans l'enfant quelque chose à vie, et souvent pour des générations, donc vous imaginez la destruction que c'est, qui est qu'en réalité tout est une question de nerfs, de défoulement. Celui qui a le droit, parce que l'autre est plus faible que moi devant moi, de me défouler, je me défoule, et il y a quelque chose de complètement pervers et de destructeur dans cette histoire. Deuxième principe, jamais, même si on est froid, même si on n'est pas en colère, l'enfant ne doit vivre la punition comme une vengeance. C'est-à-dire que si elle est vécue comme une vengeance, ah, tu m'as fait ça, tu m'as fait de la peine, tu vas voir ce que je vais te faire. On a déjà raté complètement l'aspect bénéfique de la punition. L'enfant doit très bien sentir que je fais la punition pour son bien, jamais comme une vengeance. Donc on est ici dans tout le grand problème de l'éducation, qui est la notion de réactivité. L'éducateur, nous les parents, on ne peut jamais être tout le temps en réaction. C'est-à-dire qu'il ne faut pas engager un rapport parent-enfant. En vérité, le seul moment où j'interviens dans mon rapport à mes enfants, c'est pour réagir. Et très souvent, des mauvais parents, que beaucoup de gens sont, mais c'est comme ça, enfin, personne n'est mauvais parents, mais on va dire des problèmes dans l'éducation, c'est que quand l'enfant fait des choses bien, on est content, on siffle, on lui dit rien. Et que quand ça ne va pas, là, on réagit. Imaginez quelle structure psychologique il y a. C'est que l'enfant, dit, mes parents m'accordent de l'intention quand je fais mal. Et donc très souvent, l'enfant fait le mal pour se faire remarquer par son père. Il y a des pères qui ne parlent à l'enfant que pour les réprimer. Et qui n'ont pas de rapport intelligent, constructif, avec leur enfant, de parler de la Torah, de parler des choses de la vie, de parler de la Emouna, d'avoir un vrai rapport positif. Donc l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire inconsciemment? Il va faire des bêtises pour que son père s'occupe de lui. De plus, quand les parents sont toujours à la traîne réactive des agissements négatifs des enfants, on a complètement détruit la possibilité même de l'éduquer. Donc il faut limiter un maximum les châtiments, on va voir qu'il faut les donner, mais il faut les limiter. Et surtout, il faut qu'elles soient accompagnées à côté d'une majorité. Il y a écrit, tu repousses avec la gauche, et tu rapproches avec la droite. La gauche c'est faible, la droite c'est fort. Tu rapproches avec la droite. Ça veut dire que tu fais un maximum d'avoir une relation positive avec lui, et des fois il faut repousser avec la gauche, on va voir quand. D'accord? Et deuxième écueil qu'il y a de l'autre côté, il y a des gens qui ont peur de donner des châtiments, parce que ça va voir. C'est un très grave problème. Celui qui ne donne jamais châtiment, c'est aussi grave que celui qu'on donne trop. C'est pour ça que c'est on est ici sur la bordure. Parce qu'en réalité, le châtiment est essentiel dans la mesure où le châtiment amène la crainte du péché, et est une structure pour l'enfant juif, d'avoir la crainte de Dieu qui est évident, qui est fondamentale dans la Avodat Hashem. Donc on ne peut pas se passer de châtiment, mais
à des doses très minimes, mais ils doivent exister. Les onachim doivent exister. Maintenant, est-ce qu'on peut remplacer les châtiments par des blâmes ou par des expressions de la douleur? Tu sais que tu as un blâme, ça veut dire c'est pas bien, une toracha. Ou bien par de dire à ton fils, tu sais que tu m'as fait beaucoup de douleur en faisant ça. Bien sûr que oui, dans une large mesure, oui. On n'est pas obligé de faire chiant quand il faut punir, de frapper. Mais on ne peut pas annuler complètement le châtiment corporel. Il est obligatoire, même dans des proportions minimes, il est obligatoire. La Gemara le dit, la Gemara dit que celui qui déteste le bâton déteste son fils en fin de compte, parce qu'il n'a pas donné le sentiment de la... On va voir. Jusqu'à quel âge? Parce que, non, jusqu'à l'âge de la bar mitzvah pour les enfants, et de la bat mitzvah pour les filles. 13 ans, 12 ans. Après, on ne fera plus. Ça fait déjà vieux. Ouais. Ouais. Non, c'est pas pour te faire mal, un petit coup. On va voir. Après, on va aller plus précis. Mais je veux d'abord commencer par les grands principes. Il faut d'abord savoir que ceux qui ont peur... Non, il y en a qui disent qu'il y en a qui ont peur de frapper. Pourquoi ils ont peur de frapper? D'abord parce qu'il y a toute une théorie moderne 68 art qui a été catastrophique pour l'Europe, en Europe et aux États-Unis, qui est genre frapper ses enfants, ça les traumatise, et l'enfant il est comme moi, et on est tous pareils, j'ai pas le droit de frapper mon fils. Ça a été déstructurant pour les enfants, au point où ça fait des hystériques. On sait très bien par exemple que des hystériques qui ont été calmés, frappés par les parents, sont beaucoup moins hystériques que les parents qui ont laissé l'hystérie de ses parents se déployer sans frein. Ça, c'est des études scientifiques, c'est même pas d'attendre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est très important de donner la notion de limite. Parce qu'un enfant sent à l'intérieur de lui qu'il a des forces négatives, qu'il a des forces pas que positives, aussi négatives. Et il a besoin, c'est très sécurisant pour un enfant, qu'il y ait une autorité paternelle ou maternelle, parentale, qui donne des limites à cette force. Sinon, cette force, comme un arbre qui n'est pas taillé, il va aller dans tous les sens. Et des fois, ça fait des catastrophes. Des catastrophes. Les parents, il a intérêt à savoir qu'on frappe, alors. Exactement. Il ne faut pas être énervé. Alors, on a dit, première chose, ne jamais être énervé. Il y a 2 ou 3 choses très importantes. Jamais être énervé. En plus, ne pas frapper de façon démesurée. On parle pas il ne s'agit pas de faire mal. Il s'agit de symboliquement lui dire tac, d'arrêter. Il ne faut pas te faire très mal. Il ne faut pas faire très mal. C'est assourd de faire très mal. C'est à partir de quel âge? À partir de l'âge où la parole a une date, ça veut dire pour une fille ou pour un garçon, à partir de 5 ans, 6 ans, pas avant. Des fois, une petite tapette. Quand même à 3-4 ans, quand elle t'écoute vraiment pas, une petite tapette. Mais pas que ça fait mal. Ça ne peut pas faire mal. Or, maintenant, il faut aussi savoir qu'à ce moment, on n'a pas de solution. Parce que celui qui ne veut pas frapper, parce qu'il est culpabilisé de frapper ses enfants, ou parce qu'il se sent mal de voir souffrir son enfant, donc il va utiliser quoi comme arme? La parole. Or, la parole, des fois, elle est bien plus destructrice que les mains. Pourquoi? Parce que la parole donne bonne conscience. Je n'ai pas frappé mon enfant. Mais des fois, ça laisse des blessures bien plus fortes que les petits coups. Je connais une histoire d'un enfant qui a beaucoup souffert. Son père ne le frappait jamais. Alors son père, toujours très doux, très calme, et qui disait des phrases comme ça. Tu sais que toi, ta mère et moi, on va aller dans la tombe à cause de toi. des mots comme ça. Où il disait, regarde ta mère, tu vois pas qu'elle a le visage fatigué. Tu crois pas qu'elle a tombé malade à cause de toi? L'enfant, il a eu besoin de 10 ans de thérapie. Ah, minimum, hein. Il n'a jamais frappé l'enfant, le père, parce que c'était genre un coup. C'était un jour à 68 ans, je ne frappe pas mes enfants. Je frappe pas mes enfants. Le parent, il n'a jamais levé la voix parce que c'était un calme. Il y avait une violence symbolique, une violence de la parole, qui était beaucoup plus meurtrière que 2-3 petits coups dans la bonne ambiance faradique. Ceci, les Sfaradiens ont un grand problème avec le contrôle des nerfs. C'est comme ça, il faut l'avouer. Sans vouloir faire de mais il y a des problèmes partout. Mais un des problèmes, c'est quand on ne frappe jamais, on détruit l'enfant, au lieu de construire. Alors il faut bien entendu que ne jamais punir les destructeurs. Parce que l'enfant, sans des forces en lui négatives, il a besoin donc d'un arrêt, d'une autorité sécurisante qui lui donne la limite. Et si on ne le fait pas, on détruit l'enfant. Il faut le savoir ça. Maintenant, on a dit que c'est absolument nécessaire d'avoir des châtiments. On a dit, ne jamais le faire en s'énervant. Si on s'énerve, il vaut mieux jamais intervenir. Si on est incapable de punir sans s'être énervé, il vaut mieux ne jamais punir. Parce que ce sera moins destructeur que de punir en étant énervé. Donc jamais quand on est énervé, jamais. 2, dans des proportions tout à fait raisonnables. On ne fait pas des coups qui font très mal, et on fait des coups qui sont embêtants, qui font un petit peu mal. Jamais très mal. 3, il y a une chose
qui est tout à fait remarquable, qui est dit par les Balei Moussar, qui est que on doit faire très attention. Et ça, tout le monde a la tendance à le faire, pas tout le monde le fait. Quand vous frappez votre enfant, vous lui dites quoi? Dans mon cucul. Hein? Vous lui dites quoi? Moi, c'est passé, ça. Quand vous avez une petite punition, vous lui dites quoi? Tu l'as mérité, À cause de ça, tu fais. et tu lui expliques pourquoi, et tu lui fais la morale et tout. Il y en a qui s'arrêtent, c'est bien fait pour toi. Hein. Ouais. Est-ce que tu Non, mais ça, c'est s'il a reçu un Non, coup, faut parce pas que c'est toi qui recommencer, lui as donné. faut pas recommencer. Non, Ah. tu donnes un Tu le coup, mérites, ouais, c'est tu le pas mérites, et tu lui fais la morale et tout. Non, Hein? en général, tu frappes et c'est tout. C'est un Marocain. Et maintenant, regarde, il ne faut jamais faire la morale Non, t'as raison. au moment où on frappe. Jamais. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Deux raisons principales, peut-être trois. D'abord parce qu'il faut bien comprendre la psychologie. Pourquoi est-ce que tu fais la morale à un enfant que tu es en train de punir? Parce qu'à ce moment-là, tu te sens mal de le punir. Tu aimes ton fils, tu aimes ta fille, tu aimes tes enfants, tu n'as pas du tout envie de les frapper en réalité. Avant de les frapper à la boule, la plupart des gens, ils n'ont pas frappé leurs enfants. Donc tu as besoin de te justifier. En disant, voilà, je te frappe, pourquoi je te frappe? Parce que mais tu ne te rends pas compte en disant ça, l'enfant, l'inconscient de l'enfant est beaucoup plus affûté que l'inconscient des adultes. Il capte qu'en vérité, tu te justifies. Qu'en vérité, tu te sens pas bien, pas à l'aise de faire ça. Et que tu culpabilises. Et donc, en fait, ce discours est une justification et un discours d'excuse qui détruit toute l'autorité parentale. Donc, quand on frappe, ce n'est pas le moment de dire pourquoi. Tu le punis, toc, va dans ta chambre, tac, on parlera plus tard, tac. Ça veut dire qu'il doit toujours savoir pourquoi tu le frappes. Mais que ça. Il doit toujours savoir pourquoi, mais tu ne justifies pas. Et tu ne lui fais pas surtout la morale à ce moment-là. Tu lui dis pas, voilà, tu n'as pas honte de faire ça, il ne faut plus jamais faire ça. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Ça, c'est la première raison. Parce qu'il ne peut pas recevoir cette information autre que comme un soulagement de ta part. Deuxièmement, on a expliqué dans les cours précédents que tous les sens de l'éducation, ça doit être lié au plaisir, à la joie, et que le plaisir et la joie est la stimulation cardinale du clinour. Or, si tu commences à dire des grands principes moraux au moment où tu le frappes, tu fais une association malheureuse, contre-productive dans l'éducation, c'est qu'il associe les principes avec les coups. Et ça, c'est très négatif. Il ne faut pas que les principes moraux cardinaux, par exemple, il a frappé son copain, très grave, même des fois, fait très mal à son copain, c'est très grave, les parents sont du droit, ils saignent le copain, tu vas le punir à ce moment-là. Ça, c'est des cas classiques où il faut punir. Il a frappé son copain, il faut le punir. Il suffit pas, il faut lui donner une petite raclée sympathique. Mais justement, ce cas-là, on va le punir parce qu'il a frappé en le frappant. Est-ce que c'est intelligent de faire Oui, oui, oui. Si tu le fais comme on le dit maintenant, c'est-à-dire tu ne le dis pas, que ce n'est pas une vengeance, tu ne fais pas en étant énervé. Tu dis, je te fais ça que tu as frappé, que tu as frappé, c'est pas bien. Et que c'est tout, tu dis rien à ce moment-là. Il comprend que c'est pas bien. Il a eu reçu l'information. Maintenant, quand est-ce que tu vas lui parler de faire la morale? Quand? Au calme. Après, Tu le prends, tu fais une marche avec lui. Dans la T'as des forêt. enfants? On finit dans 5 minutes. Quand est-ce que tu vas lui faire la morale? C'est mieux que Pour le rien. gâteau au monde. C'est mieux que rien. C'est un milieu des gars. Déjà, quand est-ce que tu vas lui faire? Tu lui fais la morale. Non, tu lui fais la morale quand il va, même plus tard, il va avoir la patience. Même si c'est un petit prétexte, même il faut être honnête, mais quand il arrive, il a après, il a surmonté le même problème. Il a joué avec son copain, il n'a pas frappé. Tu vois, c'est beaucoup bien, bravo. Et là, tu l'encourages. Là, tu lui dis, il a menti, il s'est retenu de mentir. Etc., etc. Tu l'avais frappé parce qu'il avait menti, il a volé, tu s'est retenu de voler. Donc des choses comme ça, qu'à ce moment-là, quand il fait quelque chose, ou même si c'est presque symbolique, parce qu'il n'a pas fait parce que je ne pas la peine énervé, c'est pas grave. C'est du moment que c'est pas un mensonge. Donc c'est pas un mensonge. La personne a joué son coin sans frapper. Il est passé dans des glaces, la dernière fois il avait volé une glace, tu l'as puni pour ça, il n'a pas volé. Alors là tu lui dis, bravo, j'ai vu comment tu dépasses ton Yetzirah, je suis vraiment fier de toi. Comment tu es capable de dépasser ton Yetzirah, c'est même magnifique. Et les Juifs, c'est un peuple magnifique. Tu commences à lui faire du baratin sympathique, comme ça que c'est magnifique, quand il est beau. Et tu lui dis, tu vois, c'est pour ça que je t'ai frappé la dernière fois. Je t'ai frappé la dernière fois parce que c'est insupportable de faire ça. Et aujourd'hui, tu l'as compris, ça me donne un achadroit extraordinaire. Là, vous êtes sûr que là, c'est dans la tête, et c'est très rare qu'il en Du soit. temps. Il y a quand même un laps de temps qui. Il y a là, c'est pas grave, faut pas avoir peur. Parce que on va trouver le moment où on va se reconduire dans la même situation où il ne va pas le faire. Donc à ce moment-là, c'est là où si vous voulez que ce soit le plus efficace, le message, parce que c'est lié à quelque chose de positif, c'est lié à la joie d'une réussite, on est hors du traumatisme des coups.
Mais à ce moment-là, on peut capitaliser la punition qu'on lui a donnée pour dire voilà, pourquoi je t'ai dit, magnifique, et à ce moment-là, il intègre. À ce moment-là, c'est bon. S'il refait la bêtise. On en fera. Mais entre les deux, il faut essayer de trouver le moment. Il faut trouver le moment. Il faut trouver le moment où on peut lui dire ça. Il faut l'encourager. On a dit, il n'y a pas d'éducation sans découragement. Que des coups, ça sert à rien. Que des coups, ça sert à rien. Il répétera 50 fois. Il faut lui montrer que les coups sont là pour donner une limite. Maintenant, l'éducation, c'est pas la limite. C'est comment à l'intérieur de ces limites, tu vas l'encourager à dépasser son problème. Je peux poser une question bête? Oui, bien sûr. Comment il fait un père muet? Quoi? Un père qui est muet, il veut que le taper, tu vas lui parler. Donc il faut qu'il te communique avec Oui, lui. communique. Il faut qu'il communique. C'est un enfant, hein. Il faut qu'il communique avec lui. Le signe de langage aussi, c'est pareil. Ou signe de langage ou par écrit. Ok? Oh. D'accord? Ça, c'est le moment le plus intéressant pour faire, le plus productif. Maintenant, c'est pas la fin du monde si au moins on a frappé, on l'a dit 2 ou 3 morales. C'est pas non plus, c'est pas une grave frappe pour la colère. C'est pas une très grave faute. Mais c'est contre-productif. C'est très productif quand on est capable d'attendre et de choisir le moment propice, au moment où l'enfant est symboliquement, réellement,